Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va détailler un peu plus sur les appels système et leur relation directe avec un système d'exploitation. Alors d'après notre cours, on a parlé que donc des tâches qui sont demandées par l'utilisateur, ils sont identifiés par une création d'un processus, et un processus il est identifié par un adressage d'espace mémoire, son PID, ainsi de suite. Mais ici, on va se restreindre pour bien expliquer à quoi consiste un appel système. Donc, un appel système, c'est un service qui est traduit par une demande d'un utilisateur via un système d'exploitation. Mais avant qu'on définisse un peu plus et pour aller plus loin que ça, on doit distinguer deux sortes de modes qui sont complémentaires dans un système d'exploitation. Alors, le premier ici, c'est le mode utilisateur et le deuxième, c'est le mode noyau. D'accord? Donc ici, on peut faire le distinguo entre ces deux modes. C'est que si un programme s'exécute en mode utilisateur, il n'a pas d'accès direct à la mémoire, aux ressources au sens large, au matériel, ainsi de suite. Mais si un programme s'exécute, en mode noyau, elle a tous les privilèges possibles pour accéder aux ressources au sens large ou bien spécialement à la mémoire et au matériel. Alors, il y a certains d'entre vous qui vont me dire, bon voilà, donc pourquoi on va exécuter carrément une tâche entre ces deux modes-là? Pourquoi ne pas utiliser juste le mode noyau? Mais il y a un problème. C'est que ce problème-là réside, c'est que lorsqu'on exécute en mode noyau et que ce programme se plante pendant son exécution, alors il va affecter tout le système d'exploitation d'emblée et il va avoir un crash direct. Alors notre ordinateur va être bien sûr hors service. Alors c'est là où le mode utilisateur, si on l'utilise et si on exécute un programme dans le mode utilisateur, même s'il y aura un crash d'un programme dans le mode utilisateur, il ne va pas affecter le système parce qu'il est loin du mode noyau. Donc le système ne va pas se planter et comme ça, on va avoir une certaine sécurité loin d'avoir un potentiel plantage ou bien un bug total sur notre ordinateur. Alors, donc, c'est pour cela qu'il y a plus ou moins une complémentarité entre ces deux modes-là, le mode utilisateur et le mode noyau. D'accord? Alors, ici, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on passe du mode utilisateur au mode noyau, on l'appelle une commutation d'opération. Ça veut dire un switching entre les deux modes. D'accord? Très bien. Alors, donc ici, je vais introduire la notion d'appel système. D'accord? Très bien. Donc, principalement, la plupart des programmes, comme on a dit, s'exécutent principalement en mode utilisateur. D'accord? Donc, le programme s'exécute en mode utilisateur, il peut avoir besoin de certaines ressources, comme votre mémoire, votre matériel, ainsi de suite. Et quand il a besoin d'accéder à ces ressources, il fait un appel système. Ça veut dire un appel système en mode noyau dans notre système d'exploitation. Donc, disons que j'ai besoin d'accéder à certaines ressources. Alors, il fait cet appel. Et il accède au mode noyau. Et ce mode noyau, puisqu'il a tous les privilèges, il va lui donner d'une manière implicite et indirecte toutes les ressources dont il a besoin. Ça veut dire l'utilisateur entre parenthèses. Alors, donc la commutation se fait en mode utilisateur vers le mode noyau et le mode noyau mode utilisateur. Donc là, vous avez en tête le mode utilisateur, mode noyau et appel système et leur relation entre eux. Très bien. Alors là, c'est d'un côté, d'accord? D'un autre côté, on va essayer de voir une étude de cas sur les divers appels système qu'on va exécuter pour copier un contenu d'un fichier source vers un fichier qui est destination. Très bien. Donc ici, d'après ce que vous voyez, selon la figure, il y a divers briques
qui sont prédéfinis. Et dans chaque brique, il y aura un appel système qu'on va expliquer donc en détail. Il y a un fichier source et un fichier destination. Très bien. Donc ici, dans cet exemple simple, nous verrons comment les appels système sont effectués et comment les appels système sont utilisés. Alors disons que nous avons un exemple devant nous. Nous voulons copier le contenu d'un fichier dans un autre fichier. Nous verrons ici l'exemple d'un système appelé séquence pour écrire, on a un séquencement, pour écrire un programme simple, pour lire les données d'un fichier et copier ça dans un fichier qui est destination. Très bien. Alors, donc ici, on va commencer par la première séquence d'appel système. Donc tout d'abord, pour copier le contenu d'un fichier d'entrée dans un fichier de sortie, nous devons obtenir le nom du fichier d'entrée. Donc nous devons savoir quel est notre fichier d'entrée à partir duquel nous allons copier, ça veut dire la source. Nous allons copier ce contenu-là. Donc la première étape consiste à acquérir le nom du fichier d'entrée. Donc nous avons besoin d'un appel système pour acquérir, pour extraire l'entrée, donc l'input du nom de fichier. Puis nous écrivons une invite à l'écran ou bien un message à l'écran. Pourquoi? Afin que vous devez accepter l'entrée que l'utilisateur vous donne. Donc pour cela, vous avez besoin d'un appel système. Donc tous ces cases, ils représentent des appels système individuels. Donc nous devons d'abord acquérir le nom du fichier d'entrée. Pour ce faire, il y a deux façons de demander à l'utilisateur d'entrer le nom de fichier. Alors d'après l'utilisation de votre système d'exploitation Windows par exemple. Donc nous avons dans notre système, nous pouvons demander à l'utilisateur de parcourir selon une arborescence bien définie ces fichiers et de sélectionner le fichier d'entrée à l'aide de sa souris ou d'autres diapositives de clic ou de pointage. Il y en a d'autres bien sûr. Mais nous, on prend la plus utilisée, la méthode standard. Il peut simplement sélectionner les fichiers de l'une ou l'autre manière pour acquérir le nom de fichier. Donc là, ça nécessite, comme on a dit, un appel système. Donc il y a un switching ou bien une commutation entre le mode utilisateur et le mode noyau, comme on a expliqué précédemment dans le slide qui était bien avant. D'accord ? Donc ici, il y a, lorsqu'on essaye d'acquérir par exemple la fonction rechercher, pour chercher, donc il y a une invite de commande qui va, l'invite de commande c'est dans la deuxième brique, écrire à la demande à l'écran du fichier source. Il va vous dire, écrivez-moi le nom du fichier afin que je le trouve dans l'arborescence. Donc ici, on a besoin encore d'un appel système. Donc ici, on veut accéder à certaines ressources, à savoir quelle ressource? C'est la ressource mémoire, parce que ce fichier-là, il existe, il est déjà sauvegardé dans une zone mémoire. Donc on demande déjà, donc on fait un appel système directement au mode noyau qui va nous donner le privilège d'une manière indirecte pour accéder à cette ressource. D'accord? Donc, vous savez que vous devez afficher l'invite sur votre écran, sur votre moniteur, afin que vous utilisez le matériel de votre périphérique, ça veut dire entre parenthèses la mémoire. Très bien. Donc après, on a l'obtention du nom de fichier. Donc, lorsque on obtient le nom de ce fichier-là, donc on va essayer de le sauvegarder quelque part, parce que donc déjà, lorsqu'il y a une sauvegarde quelque part, avant ça, bien sûr, on aura une acceptation de la nomination. Donc si on écrit par exemple un nom qui est inexistant par exemple dans l'arborescence, il va nous signaler par un appel système que ce fichier-là, il n'est pas existant dans notre arborescence, alors on doit écrire un nom
qui est correct, qui est déjà existant dans notre arborescence, dans la mémoire entre parenthèses. Donc ici, il y a un appel système directement du noyau, du mode noyau vers l'utilisateur pour afficher ce message-là. J'espère que je suis assez clair jusqu'à maintenant. Alors après, on a la deuxième phase, c'est l'obtention du fichier destination. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce sont donc les trois premiers appels qu'on a déjà fait. Donc le quatrième, pour ce processus, maintenant après avoir obtenu le nom du fichier d'entrée, nous devons obtenir le nom de fichier de sortie, qui signifie le fichier dans lequel nous allons copier le contenu. Ce nom de fichier destination donc, pour cela nous devons acquérir le nom de fichier de sortie. Donc pour cela aussi, nous avons besoin d'un appel système entre le mode utilisateur et le mode noyau. Et ensuite, nous devons écrire l'invite à l'écran. Cela signifie que vous devez afficher sur votre moniteur en demandant à l'utilisateur veuillez entrer le nom de votre fichier de sortie pour le renommer. Et ici, il est caractérisé par un appel système. Donc vous avez besoin encore d'un petit test pour accepter la nomination ou pas. Donc s'il y a déjà un fichier qui est existant avec la même nomination, il ne va pas accepter avec un appel système parvenu du mode noyau. Sinon, il va accepter la nomination. Et après, on passe à la troisième phase. C'est quoi? C'est l'ouverture du fichier SRC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire un appel système pour ouvrir, puisqu'on a pointé sur la mémoire, sur la localisation, bien sûr, le fichier source, il est bien localisé dans la mémoire. Donc, on va ouvrir, avec un descripteur, notre fichier source. Et on va tester. Comme on a dit, encore, si le fichier, il est non existant. Donc, si le fichier, il a été supprimé pour des raisons, donc, ici, on cède l'opération d'emblée et on sort carrément. Sinon, donc, on va voir une création, plus ou moins, d'un fichier destination. Donc, ici, toujours, on fait ce test-là. Si le fichier, il est non existant, alors, on cède l'opération. Si on a déjà, donc, le fichier, il est existant, ça veut dire la source, on veut copier, il est déjà là. Donc, on passe directement à la création d'un fichier destination avec son descripteur, et on va l'ouvrir en mode écriture ou bien lecture. C'est en mode écriture, bien sûr, parce que le fichier source, c'est en mode écriture, et la destination, on veut copier le contenu du fichier source, on doit l'ouvrir en mode écriture, d'accord? Donc, on a déjà parlé des deux fonctions read et write. Donc, le deuxième test, on va tester encore. Si le fichier destination, il existe déjà avec cette nomination-là, donc on cède l'opération carrément. Il y aura un appel système, il y aura un affichage qu'il faut renommer le fichier avec un autre nom qui est différent par rapport à un fichier qui existe déjà dans notre ordinateur ou bien dans notre système d'exploitation. Alors, si ces deux tests sont valables déjà, ou bien sont non valables, pardon, alors on va commencer à faire le transfert. Alors, on va lire à partir du fichier source, et on va faire un appel système. Donc ici, on va lire à partir de la mémoire, on va faire le switching entre les deux modes utilisateur noyau, et on va écrire dans le fichier destination. Déjà, il est créé bien sûr avec un descripteur et il est déjà localisé avec une adresse virtuelle mémoire dans la RAM, etc. Et on va faire ça avec une boucle, comme vous voyez, jusqu'à la lecture totale et l'écriture totale dans le fichier. Lorsqu'on lit totalement, ça veut dire on écrit totalement. Donc, lorsqu'on termine cette procédure, on ferme le fichier destination,
et on ferme aussi le fichier source et on affiche la finalisation de la procédure comme une invite aux commandes à l'utilisateur afin qu'il comprend que déjà on a terminé cette procédure, le fait de copier le contenu de ce fichier-là. Alors dans chaque brique, résumons-nous, dans chaque brique il y a un appel système pour, comme on a dit, donc le mode utilisateur c'est plus ou moins où on exécute un programme ou bien une demande. Donc par exemple ici le fait de copier un fichier source vers la fichier destination, mais on envoie un appel système vers le mode noyau pour nous donner le privilège d'utiliser d'une manière indirecte la mémoire où il y a le fichier source qui est déjà là pour le localiser, où il y a le fichier destination qu'on l'a créé, l'a déjà créé, ou bien on a déjà fait sa création, pour l'utiliser et pour avoir la même copie conforme du fichier source vers la destination. Donc c'est ainsi que ça se termine donc cette explication. J'espère que j'étais assez clair pour vous. Donc je vous souhaite bon courage et bonne révision pour la suite de notre cours, Inch'Allah. Merci bien.